Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview où aujourd'hui j'accueille l'illustratrice Béa Rebaille qui va pouvoir répondre à plein de questions. On en a pour une petite heure, ça va être vraiment une discussion en mode chill. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit café, un petit thé, à mettre cette vidéo en fond si vous êtes en train de travailler. On va parler de son parcours, de quand elle a commencé à être illustratrice. Je vais lui poser aussi des questions pour qu'elle puisse me raconter comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans son processus créatif, avec ses projets clients. Et j'aimerais bien aussi lui poser des questions sur sa visibilité, ses réseaux sociaux, bref, tout ce qui constitue son activité d'illustratrice aujourd'hui. Et pour commencer, je vais te demander, Béa, si tu veux bien, de te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc moi je suis Béa Rebaille, donc illustratrice depuis maintenant 6 ans ou 7, je ne sais plus trop bien. Donc je travaille pour la presse, je fais beaucoup de presse, en tout cas c'est ce avec quoi j'ai débuté. Et je travaille aussi avec des marques, en collaboration avec des marques ou des festivals, c'est assez varié. Voilà. Et ton travail, il est essentiellement en traditionnel. Oui, je crois voilà. que c'est un de tes points vraiment différenciants par rapport à la majorité des illustrateurs et illustratrices. Bon, il y en a beaucoup qui sont aussi en tradi, mais moi, je sais que j'ai retenu ton profil. Je t'ai connue l'année dernière avec le reel de Combini, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est Combini ou Brut? C'était Combini. Combini, ouais. Qui t'avais mis en avant, et j'étais vraiment en mode Combini, ils ont fait un reportage sur une illustratrice, c'est trop stylé. Et du coup, je t'ai connue à travers ce petit reel. Trop bien. Et quand je suis atterrie sur ton profil, je pense que c'était aussi un moment de ma carrière où je regardais beaucoup de digital, parce que j'en faisais beaucoup. Et j'ai découvert l'univers en traditionnel et qu'on pouvait vendre ça, on va en parler un petit peu plus de toute façon dans l'interview, à différents clients. Et j'étais tellement, je suis pas choquée, mais j'étais en mode waouh, c'est trop stylé. Du coup, je suis vraiment hyper contente de pouvoir te poser toutes les questions que j'avais à te poser depuis que je te connais aujourd'hui dans l'interview. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment est-ce que tu as commencé à être illustratrice. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce que ça a été un concours de circonstances? Quelque chose qui est venu au fur et à mesure? Je sais pas. Vas-y, raconte-nous. Moi, j'ai débuté en fait le dessin comme beaucoup d'illustrateurs étant toute petite. En fait, mes parents qui voyageaient beaucoup avec moi, à chaque fois m'emmenaient dans des musées. Et je pense que j'ai dû commencer à les accompagner vers 3 ou 4 ans. Et en fait, pour pouvoir faire l'expo tranquillement, ils me laissaient dans un coin avec un carnet et des crayons. Et ils disaient au gardien, allez, s'il vous plaît, vous nous la gardez pendant 1 heure, nous on va faire l'expo, on revient. Et l'anecdote un peu rigolote, c'est que quand ils revenaient, la plupart du temps, il y avait une troupe d'Asiatiques autour de moi qui étaient en mode cet enfant dessine dans un musée seul. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé le dessin pour moi. Donc en voyage, c'est pour ça que j'aime aussi pas mal les carnets de croquis. Et donc voilà, après j'ai pris des cours de dessin en grandissant, non pas en primaire, mais à partir du collège il me semble. Au lycée aussi, j'ai commencé à faire beaucoup plus de dessin en intensif. Je faisais les cours du Louvre à l'époque. Bien. Donc aux arts décoratifs de Paris. Et voilà, donc ça s'est un peu imposé naturellement, forcément, à la fin de mes études, en tout cas à la fin du lycée, quoi. Ouais. Et j'ai dit à mes parents, voilà, j'aimerais bien faire une seconde art appliqué. On pouvait spécialiser dès la seconde. Ils m'ont dit pas du tout. Fais un bac normal, donc j'ai fait mon bac normal et puis à la fin du bac j'ai eu mon bac et j'ai dit bon maintenant je fais ce que je veux et ce que je veux c'est du coup faire une école d'art et voilà et après ça j'ai fait une école d'art, j'ai fait une prépa d'abord qui m'a ensuite amenée dans une école d'art en Belgique. D'accord. Et en fait c'est pendant la prépa, pour répondre exactement à ta question, où j'ai parlé avec un mec qui était dans ma classe et qui parlait justement du métier d'illustrateur, comme quoi c'était un métier où c'était le métier où on dessinait le plus en fait. Et donc moi ça m'a vraiment ça t'est resté en tête. Voilà, je me suis dit bah oui en fait c'est ça, parce que c'est vrai que quand tu fais une école d'art on te guide pas forcément vers un métier en particulier. Tu sais que tu peux être peintre, mais bon, c'est quand même des métiers assez compliqués. Et illustrateur, c'était tangible, c'était travailler pour des clients, c'était aussi essayer de gagner sa vie. Donc je me suis dit, allez, on y va. Ouais.
C'est vrai que quand on commence, surtout pendant les études, moi je savais même pas que le métier d'illustrateur c'était autre chose que faire de la bande dessinée. Oui. Dans mon imaginaire, moi, il y a vraiment personne qui a un métier artistique dans ma famille, donc j'étais un peu l'extraterrestre qui dessinait. Je me souviens quand je revenais de prépa où on avait des cours de modèles vivants, je mettais tous mes dessins par terre le soir. J'étais encore chez mes parents à cette époque-là, et mes parents qui regardaient et qui étaient en mode au lieu de commenter le dessin, ils disaient « Il y avait vraiment des gens tout nus devant toi, comme ça ?» Mais c'est pas ça qu'on regarde, les gars. Mais ça étonne toujours les gens, ça. Les cours de nu, ils sont genre là « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. Des humains, exactement, quoi. Ouais. Mais mes parents, ils étaient vraiment en mode « Je comprends pas trop ce que tu fais, mais ça a l'air sympa et ça a l'air de te plaire. Alors, très bien, tant mieux pour toi. Ouais. Continue. » Mais c'est vrai que le métier d'illustrateur, pour moi, ça n'existait pas vraiment. C'était du graphisme où on demandait de temps en temps de dessiner des choses pour aller avec une identité visuelle, pour que ça réponde à des besoins en communication, en publicité. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai découvert le métier d'illustrateur en regardant Instagram notamment. Ok, intéressant. Ouais, parce que je voyais des gens qui le faisaient et j'étais en mode... On peut faire ça. On peut être illustrateur et ne pas être auteur de bande dessinée. Ouais. Ah bon? Ouais, ou livre jeunesse. C'est toi en école d'art, est-ce qu'il y avait des gens qui t'en ont parlé ou c'était... Je sais pas en fait, les genres de classes qu'il y a en école d'art. Moi j'ai fait une école de graphisme. Ok. Du coup il y a des gens qui sont aujourd'hui illustrateurs qui étaient dans ma classe, mais il y en a beaucoup qui sont plutôt directeurs artistiques. Ouais. En école d'art, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fini vraiment illustrateurs? Je sais pas, peut-être que quand tu parlais avec tes camarades du fait de répondre à des commandes, des briefs pour des, comme je disais, de la pub, de la com, est-ce que tu étais un peu l'extraterrestre ou est-ce que tout le monde... Non, alors tout le monde souhaitait faire ça ouais. globalement, entre guillemets. Alors il faut savoir qu'à Bruxelles, là où j'ai fait mes études, il y avait une section illustration. C'est quand même très réputé la Belgique pour la bande dessinée à la base, mais aussi l'illustration indépendante, un petit peu... hors norme, on va dire. Enfin, c'est toujours très intéressant. Un peu underground, voilà. Et on était plusieurs à vouloir faire ça, forcément, vu qu'on était tous dans la classe illustration. Mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire plus de la jeunesse, donc illustrateur jeunesse. Et moi, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressée. Faire de dessin pour les enfants, je trouve ça génial. Ouais. Mais on en parlait, et c'est vraiment un métier très chronophage et il faut un style assez enfantin. Et puis, pour moi, c'était pas ma voie. Mais sur la classe de 30 personnes, malheureusement, je pense qu'on est seulement 2 ou 3 à être devenus illustrateurs, dont une illustratrice jeunesse. Ah, c'est intéressant ça pour le coup. C'est pas un métier facile, hein. De toute façon, ça on le sait. Quand on est dans les domaines créatifs, il faut réussir à tirer son épingle du jeu. Exactement, et à réussir un petit peu à trouver des clients, à se faire un carnet de contact pour réussir à en vivre et que c'est pas donné à tout le monde. Exactement, oui. Il faut il faut se mettre un bon petit coup de pied aux fesses et puis être déterminé. Et je pense que c'est pas forcément le talent qui amène les gens à devenir illustrateurs. Hein. Je pense que c'est Johann Sfar qui disait ça. En fait, j'ai pas plus de talent que les autres, j'en avais même moins. C'est juste que j'étais déterminée, que j'ai rien lâché et que je suis allée frapper à toutes les portes et que les autres se sont vite découragés, quoi. Et c'est une question aussi, je pense, de confiance en soi, malheureusement, en tout cas dans le dessin. Ouais. Et en tout cas, voilà. Et ça, tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Et je pense que l'environnement familial aussi, avoir des parents qui portent et qui peuvent aussi se permettre de payer des études si elles sont payantes, ça joue beaucoup. Oui, c'est sûr que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit « Tu fais ce que tu veux du moment que tu mets du tien et que tu ne lâches pas et que tu vas jusqu'au bout des choses. » Voilà. Donc, franchement, merci, super parents. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance et au final, j'ai réussi à m'en sortir en étant illustratrice. Oui, puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir un cercle familial qui te permet de faire ça, quoi. Je suis totalement d'accord. Et pour pouvoir parler un petit peu de tes illustrations, de ton style d'illustration, ton identité, il y a une chose qui, moi, m'interpelle énormément, bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est le fait que tu dessines uniquement en traditionnel. En fait, j'ai le discours de mes profs de prépa graphisme dans ma tête ou le discours de personnes qui sont plutôt dans l'édition. J'ai déjà entendu des podcasts avec des personnes qui travaillent dans les maisons d'édition qui disaient qu'ils cherchaient des illustrateurs qui savent illustrer des personnages, des animaux, des paysages, de l'architecture, bref, qui sachent dessiner à peu près tout, mais dans leur style à eux. Et que le numérique
il fallait savoir en faire parce que sinon, c'était hyper dur de trouver des clients si tu dessinais pas sur un iPad ou pour pouvoir, tu sais, faire les retours, pouvoir s'adapter, pouvoir aussi que ça aille avec une identité graphique, avec, comme je disais, une campagne de publicité parce que derrière, il faut que ce soit imprimé. Et moi, du coup, ton genre de profil, je suis en mode, mais comment ils font? C'est absolument génial. Je pense que c'est tout. Et moi, je me pose l'inverse. Comment vous faites? Ah ouais? Pour faire tout en numérique. Mais c'est rigolo. Ouais. Mais du coup, comment c'est arrivé au début? Tu as toujours dessiné avec une méthode traditionnelle. Ouais. Tu as fait un portfolio et on t'a contacté pour tes illustrations, tout simplement? En fait, je pense que c'est justement cette école, donc Saint-Luc à Bruxelles, qui vraiment privilégiait le fait main. En fait, la méthode traditionnelle, quoi. Vraiment, on n'avait presque aucun cours de dessin numérique. Ils voulaient vraiment nous pousser à faire du traditionnel. Et moi, c'est quelque chose qui, depuis que je suis petite, j'adore. Et j'étais pas forcément très attirée par tout ce qui était dessin numérique. J'ai toujours aimé l'imperfection, j'ai toujours aimé le côté, oui, un peu imparfait d'un dessin qui est fait à la main. Je trouvais que ça avait plus de charme et tout. Et du coup, naturellement, j'ai voulu poursuivre là-dedans. Alors après, en arrivant à Paris pour mon master en illustration, je suis arrivée le premier jour de la classe, je me souviens, tout le monde était sur son ordi ou sur sa tablette. Et ça m'a fait vraiment un choc parce que j'avais fait justement 3 ans une licence en illustration du coup à Bruxelles où on faisait que du traditionnel, de la peinture. Enfin, on vraiment développait notre style en traditionnel. Et là, j'arrive et tout le monde est sur son ordi en train de dessiner, un peu comme des zombies, tu sais. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de rapport entre les gens. Enfin, ça m'a un peu attristée, je vais dire. Mais je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de toute façon. Donc j'ai essayé aussi. J'ai commencé à dessiner. Je me souviens des premières fois où j'ai touché une tablette, j'ai trouvé ça trop bizarre. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre de dessiner quelque chose et ça se reproduit sur un ordinateur avec des pixels. Je galérais au début, c'était très compliqué. Et après, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu mon premier agent, on en parlera peut-être après, j'ai commencé à faire un peu de numérique. Ok. Et donc j'en ai quand même fait. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter et de faire uniquement du traditionnel. Alors, sauf vraiment s'il y a des demandes d'un client en particulier. Mais pour l'instant... Ça rebute personne? Bah non. S'ils viennent me voir, c'est qu'ils savent que ça va être au pastel. Et justement, ils viennent chercher ce côté un peu imperfection et différent de... C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses en numérique. Et donc, je pense que c'est ce qui me fait aussi, comme tu disais, un peu sortir du lot. Donc, tant mieux. Ouais, donc moi, j'ai envie d'appuyer là-dessus que si aujourd'hui, vous avez une technique en traditionnel, il ne faut surtout pas que ça vous rebute de voir tous ces illustrateurs numériques qui ont plein de projets clients parce que c'est totalement faisable. Et la preuve avec Béa, qu'on peut avoir des clients et vivre de son activité d'illustrateur avec du traditionnel. Après, j'imagine que les process, quand tu as une mission, ça doit être tellement différent. Moi, je sais que je propose toujours des allers-retours, des modifications. Forcément, avec l'iPad, c'est hyper simple. Je prends mon calque, je refais le petit dessin qui était sur le calque et je peux modifier hyper facilement. Du coup, toi, c'est quoi le process avec des clients pour une novice comme moi qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne? T'es obligé, je sais pas, tu proposes des modifications à des clients? Justement, en fait, j'ai discuté de tout ça avec mes agents à l'époque. Et en fait, on s'est dit, et puis moi aussi, je me suis dit, j'ai une technique traditionnelle. Et donc, si les gens viennent me voir, c'est qu'ils acceptent ça et qu'ils veulent ça. Du coup, comme c'est des choses à la fin qui sont pas modifiables, en fait, un dessin au pastel, quand tu le termines, c'est terminé. Alors, certes, tu peux ajouter peut-être assombrir une zone ou éclaircir une zone, mais c'est très compliqué. Donc, généralement, ce qu'on dit aux clients, c'est voilà, vous avez accepté de travailler avec nous, mais voilà, il faut être d'accord avec le fait qu'il va falloir faire tous vos retours au niveau du croquis. Mm-hmm. Et ensuite, c'est à moi de finaliser l'œuvre et vous ne pourrez pas apporter de modifications sur l'œuvre. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que du coup, ils te font confiance aussi et puis ils acceptent aussi, ils se disent si je suis allée vers elle, si j'ai commandé son travail,
et que j'aime son travail, normalement, il n'y a pas de raison qu'elle fasse un truc complètement opposé à ce qu'elle fait d'habitude. Et donc moi, en fait, ça m'arrange aussi beaucoup, je dois avouer, parce que, en effet, lors de mes travaux en numérique, je passais des heures à tout remodifier, à être jamais satisfaite de ce que j'avais. Et du coup, de faire cette technique-là, même avec les clients, mais du coup, c'est bouclé, le dessin, il est fini, on n'y touche pas. Et c'est beaucoup plus... moi, je trouve que c'est beaucoup plus sain aussi pour l'artiste parce qu'il n'a pas à faire 40 000 allers-retours, ce qui peut ça être me fait rêver, là. non, mais c'est vrai que j'ai fait ça à une époque, en numérique, justement, et en fait, tu deviens fou, quoi. Mais après, voilà, il faut aussi, si vous travaillez en numérique, se dire aussi, voilà, je vais pas aller au-delà de temps d'aller-retour parce que sinon les gens ils deviennent fous. Et en fait, plus tu laisses une porte ouverte, plus le client va s'engouffrer et ça n'en finira jamais. Donc, il faut aussi cadrer, je pense, les allers-retours et surtout se faire payer les allers-retours supplémentaires. Chose que beaucoup de gens ne font pas, malheureusement, pour eux. C'est beaucoup de travail. Totalement. Moi, j'essaye vraiment de limiter. C'est marqué sur mon devis, voilà. Limiter à 3 allers-retours. Et je pense que je suis sympa, je peux le faire aussi bien sur le croquis que sur la version colorisée. Oui. Donc ça fait 6 si j'utilise tout. C'est rare. C'est rare, on est d'accord. Mais au-dessus, effectivement, au bout d'un moment, il faut chiffrer. Moi, je leur dis, quand on arrive au dernier aller-retour... Par contre, là, vous pouvez... Si c'est un tout petit truc, genre changer la couleur d'un élément, je compte pas ça comme un retour et une grosse modification, parce que ça va me prendre 3 minutes. Mais si ça me prend plus d'une demi-heure, je comptabilise ça comme un retour. C'est ça. Et je les préviens en disant, attention, par contre, on est déjà aux 3 allers-retours qu'on a signés dans le contrat. Moi, après, il va falloir que je vous fasse un sur devis. Ah bah t'inquiète que d'un coup, ils sont bien décidés. Oui, voilà. Ils savent ce qu'ils veulent. Ouais, exactement, mais c'est ça. En fait, il faut aussi éduquer le client. J'aime pas forcément ce terme, mais... Sinon, les gens sont un peu perdus, voilà, et ils peuvent te demander 10 000 allers-retours et ça n'en finit jamais. Ouais. Et donc pour ça, le traditionnel, c'est très pratique. Totalement. Voilà. Après, tu me disais que, du coup, je pense que c'est à l'école que tu as développé ton style, de ce que j'ai compris pendant les 3 ans d'illustration. Ou est-ce que tu l'as fait après ? C'est plus tard à l'école, mais justement pendant le master que j'avais fait à Paris, où tout le monde dessinait en numérique. Je pense que j'étais une des seules à dessiner à la main. Et c'est la dernière année, vraiment la dernière année où j'ai trouvé mon style. Donc après 6 ans d'études quand même. Alors qu'avant, je testais plein de choses et je trouvais pas trop ma voie. Donc c'est au bout de la 6e année seulement que j'ai enfin trouvé mon style. Ouais, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand moi je regarde ton travail, il y a une vraie cohérence. Comme tu dis, ça doit aussi rassurer les clients qui viennent te voir. Ok, je suis en traditionnel, mais regardez ce que je fais et regardez, il y a une certaine cohérence. Vous n'allez pas avoir quelque chose de totalement différent non plus, quoi. Oui. Je pense que ça sert pour rassurer tes clients. Ouais. Mais après, ce style, je ne sais pas si je peux poser la question comment tu l'as trouvé. C'est hyper dur, c'est juste pratiquant. Non, en fait, c'est vraiment la découverte du médium, donc le pastel à la cire. En fait, c'était pendant un road trip en Italie. J'ai fait un petit détour par la Suisse. C'était, je pense, l'été de mon Master 1, ou ouais, je pense que c'est ça. Donc vraiment 1 an avant ma sortie normale d'école. Normalement, parce qu'en fait, j'ai pas fini l'école et je suis partie avant, bref, on en reparlera peut-être. Mais et du coup, je suis tombée sur, en Suisse, un magasin où il y avait plein de pastels, donc à la cire, voilà, qui sont quand même très différents des pastels à l'huile, donc avec de l'huile très gras où tu peux pas faire beaucoup de détails, et très différents aussi des pastels secs qui sont, secs, pareil. Alors c'est une technique très compliquée aussi que je maîtrise pas du tout. Et je suis tombée sur ces pastels à la cire, du coup, qui se rapprochent plus, si on veut avoir une image du Crayola de quand on était gosse, sauf que ça coûte une blinde. Voilà. C'est ça la différence. Que c'est un produit un peu plus qualitatif, on va dire. Et c'est une marque suisse, donc forcément, ça met la barre là. Et voilà, en découvrant ces pastels-là, je me suis dit, oh putain, c'est trop bien, je vais m'en prendre 5. Ça tombe bien, j'ai pas amené de carnet de croquis ni de matériel à dessiner. J'avais trop envie de dessiner ce que je voyais autour de moi. Souvent, le voyage, ça m'inspire beaucoup. Donc, je me suis dit, je prends ces 5 pastels, je m'achète un carnet. Et voilà, après une addition un peu salée, malgré le fait d'avoir que 5 pastels, j'ai claqué mon PEL là-dedans et après j'ai commencé en fait à dessiner avec ça
Et ça a été un coup de cœur, vraiment immédiat. Je me dis, en fait, c'est ce médium-là que je cherchais depuis tant d'années. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'avec cette technique, je pouvais dessiner tout ce que je voyais, tout ce que je voulais. Comme tu disais, tu vois, dessiner des personnages, des paysages. C'est quelque chose qu'on nous disait à l'école aussi. Il faut savoir tout dessiner. Donc j'ai commencé ce carnet de croquis et c'est comme ça en fait que m'est venu mon style. Je suis revenue à l'école à la rentrée et les profs m'ont dit « Ah ouais, je pense qu'il faut que tu le développes vachement. C'est ça quoi. Ça y est, tu t'es trouvé. » Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon style en fait. Mais tu vois, je me suis jamais posé la question en me disant, mais en fait, quand je cherche mon style, ça peut aussi passer par le médium. Ouais. J'étais tellement à fond sur numérique, et que numérique. Là, c'est très récent pour moi. Ça date vraiment de cette année, de commencer à explorer un peu le traditionnel, que je m'étais jamais posé la question qu'en fait, le style, ça passe aussi par la recherche d'un médium. Ouais. Tout simplement. Exactement. Un médium avec lequel tu es à l'aise, en fait. Ouais. Comme tu dis, c'est un coup de cœur pour un médium parce que tu arrives à exprimer tout ce que tu as envie de dessiner et que ça rend d'une certaine manière. Et c'est le combo des deux, au final, qui fait que tu as un coup de cœur, tu kiffes ce que tu fais et que tu continues et tu n'as plus envie de t'arrêter, j'imagine. Ouais, exactement. Ça a vraiment été comme ça, quoi. Malgré le prix des pastels. Oui. Alors maintenant, j'ai la chance d'être sponsorisée par cette même marque. Donc, génial. Je n'ai plus à payer des boîtes très chères. Hein. Mais oui, c'est le prix aussi de la qualité, il faut le dire. Oui, je pense de toute façon que quand tu viens chercher... En fait, j'aime bien l'image que renvoient les illustrateurs aussi qui dessinent en traditionnel, que ce soit du pastel, de la peinture ou des crayons de couleur, n'importe. Moi, dans ma tête, en tout cas, j'associe ça presque plus à de l'artisanat qu'à de la direction artistique, tu vois. Ouais, j'aime bien cette idée. Ouais. Pour moi, dans ma tête, maintenant un peu moins, je trouve que c'est un peu plus flou, mais il y a une époque où je différenciais vachement un artiste d'un illustrateur. Pour moi, tu étais artiste, tu faisais des choses comme tu dis, tu marches au coup de cœur. Tu dessines ce que tu as envie de dessiner, ce qui t'inspire au moment T, et tu t'exprimes vraiment. Que quand tu étais illustrateur, en sortant d'école de graphisme, en ayant un diplôme de directrice artistique, tu es illustrateur, on te demande certaines illustrations, que tu aies un style ou pas, tu vas avoir un brief qui est assez précis et il faut y répondre parce que toi, tu sais dessiner et pas les autres. Ouais. Maintenant, je reviens un petit peu sur cette idée parce que c'est vrai qu'un illustrateur, c'est aussi un artiste. Et en fait, c'est toi qui te mets où tu veux sur le curseur entre je m'exprime et je marche au coup de cœur et je fais ce que j'ai envie. Et on vient me chercher pour ce que j'ai envie de dessiner, je suis illustrateur parce que je sais dessiner et que je dessine ce que vous voulez, quoi. Ouais. Et toi, du coup, tu es vraiment du côté artiste. Aujourd'hui, quand un client vient te voir, il te donne, j'imagine, un brief assez large, non ? En fait, ça dépend des clients. Moi, je les pousse quand même à me faire confiance, comme je te disais, en tant qu'artiste, savoir faire mon métier. Moi, la seule limite que je donne, c'est quand les gens me proposent les couleurs. Me disent on veut cette couleur, on veut cette couleur. Pour moi, c'est pas possible en réalité parce que c'est mon métier en fait, donc normalement je sais le faire. Et si vous venez me voir, c'est parce que pour aussi mon choix de couleur. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose de très ciblé, vraiment où la personne veut tout contrôler, le client, là généralement je m'exprime en disant voilà, attention, c'est mon métier, faites confiance aussi, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ce n'est que du pastel. Voilà, donc parfois j'ai des briefs très larges et parfois j'ai des briefs très précis et en fait je me suis rendu compte que ça dépendait aussi de la nationalité des clients. Alors en France, il y a je trouve beaucoup plus d'inquiétude et beaucoup plus de volonté de contrôler le sujet, voilà. Et aussi beaucoup de changements d'avis, d'aller-retour. Moi, il faut savoir que j'ai commencé à travailler. Mon premier client, c'était le journal Le Guardian, donc qui est à la base un journal anglais. Mais moi, j'ai travaillé avec les États-Unis, parce qu'ils ont aussi une partie aux États-Unis. Et donc, après, tous mes clients se sont enchaînés. J'ai travaillé beaucoup avec des anglo-saxons.
et où j'avais une immense liberté. En plus, la presse, c'est des gens qui connaissent le métier d'illustrateur, vu qu'ils travaillent avec eux quasiment tous les jours. Donc, ils laissaient vraiment une grande liberté. Donc, j'étais habituée à ça, à ce qu'on me fasse confiance. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler un peu avec la France, ce qui est venu un peu tardivement finalement, ça m'a fait vraiment bizarre que les gens veuillent vraiment des choses très précises. On veut que la chemise du garçon soit bleue. Ah non, ça, c'est pas possible. Ah, c'est sûr que si tu as été habitué dans l'autre sens, ouais. que d'un coup, on veuille contrôler ton dessin, ça peut paraître totalement illogique au final. Ouais, et comme tu le disais, c'est vraiment, tu as l'impression d'être exécutant et non pas... Sur le curseur, tu repars du côté plus DA qui répond à un besoin. Alors que moi, je me présentais vraiment, comme tu disais, plus du côté artiste et faites-nous confiance, nous les artistes, quoi. Pas compliqué. T'as fait comment, du coup, pour dealer avec les clients français ? Tu as fini par leur dire, alors vous me laissez tranquille, je fais mon illustration, ou vous allez voir quelqu'un d'autre ? Déjà, j'ai pris un agent, donc c'est lui qui m'a contacté, et du coup, ça se passait beaucoup mieux. En fait, quand tu as un intermédiaire qui explique aussi, parce qu'il faut expliquer aux gens, si tu leur dis pas pourquoi, non, on va pas pouvoir mettre ce t-shirt en bleu, enfin, il faut laisser un peu de lest, et vous inquiétez pas, ça va rendre très bien à la fin, c'est pas très grave. Après, voilà, évidemment, il y a eu des projets où il y avait vraiment des spécificités, où il fallait vraiment ces couleurs-là parce que c'était l'ambiance d'un produit. Je pense notamment à des collaborations pour le prêt-à-porter, enfin, pour des choses comme ça ou pour des parfums. Là, il y a forcément une idée de colorimétrie, mais jamais ce personnage telle couleur, ce personnage telle couleur ou cet élément. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu de tout quand même. Mais généralement, j'invite à faire la confiance. Voilà. Ah, génial. Et c'est quoi le type de client, du coup, que tu as ? Donc, j'ai compris que tu bossais beaucoup avec l'éditorial. Oui. Et après, avec des marques, tu me disais que tu as eu quoi à peu près comme type de client ? Alors, oui, donc pour la presse, c'est plus des presses comme des journaux, des magazines. Donc, pas mal à l'étranger, notamment... les plus connus, New York Times, New Yorker aussi, j'ai fait un peu avec eux. Et en France aussi, pas mal de journaux. C'est venu un peu après, comme je disais, la France. Et donc ça, c'est des commandes qui vont très vite. Généralement, la presse, limite, c'est 2 jours avant qu'ils te font le brief. Et j'aime bien aussi cette urgence. Et puis après, il y a eu des projets, en effet, plus avec des marques, où là, c'est des projets plus sur le long terme. Et donc, c'est des collaborations. Donc aussi où ils mettent... comme toi, j'imagine, l'artiste en avant à travers la collaboration. Et donc ça, j'ai eu, je sais pas dans exactement. Les derniers de cette année qui sont sortis récemment, par exemple. Dans les derniers de cette année, est-ce que j'ai fait beaucoup de collaborations ? J'ai fait un papier peint, notamment, avec une marque de papier peint. C'est la seule là qui me vient en tête, mais j'ai fait aussi pour du prêt-à-porter, des chaussures, des choses comme ça. Donc, c'est assez varié finalement comme clientèle. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que tu passes d'un projet à l'autre et c'est toujours très très différent. Et tu t'ennuies jamais, quoi. T'as jamais fait d'édition ? J'ai fait un peu d'édition jeunesse. Mais comme je disais, c'est quelque chose c'est beaucoup beaucoup de travail pour pas beaucoup d'argent, surtout en France, encore une fois. Et pour moi, vraiment, c'est compliqué. Tu passes 1 an sur un bouquin et il faut quand même le dire, un auteur, quand il est seulement dessinateur, il a 3% sur le livre final. Et ça, les gens, quand tu leur dis ça, ils sont tous choqués. Enfin, moi, quand je disais ça à mes parents, ils disaient « Mais non, c'est pas possible, c'est toi qui dessines tout le bouquin !» Et oui, mais ça, faut le savoir, c'est que c'est très, très mal payé, l'édition jeunesse. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence parce qu'il y a une prolifération de livres pour enfants. Et voilà, moi, c'est tout ça qui me fait vraiment pas vouloir trop aller là-dedans. Et j'en ai fait un avec une édition aux États-Unis, avec des droits plutôt intéressants et tout. Donc ça a été chouette à faire. Mais voilà, l'édition, c'est aussi des projets qui durent très longtemps, sur le long terme. Et moi, je suis très impatiente et je dessine très vite. Et je peux pas faire un projet pendant 1 an. Ah non. J'essayerai un jour. Enfin, là, je l'ai fait avec le bouquin, mais c'est laborieux pour moi. Je préfère les one-shots, les choses qui vont vite et passer vite à autre chose. Je suis exactement comme toi. Moi, j'ai essayé une fois un projet d'édition jeunesse. C'était super, mais je ne le referai pas.
Peut-être que plus tard, j'aurai plus de patience ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment passé... Je crois que le projet, on a commencé, j'ai signé le contrat en avril, il est sorti qu'en mars l'année suivante. Et moi, entre avril et fin août, j'y faisais les croquis. Et après, pour livrer, je crois qu'il y avait 60 ou 70 illustrations. Finalisées, c'était en novembre. Et ce que j'avais fait, c'est que je m'étais bloqué 2 semaines dans mon calendrier. Je dis, OK, pendant 2 semaines, vous ne me voyez plus, ni sur les réseaux sociaux, ni dehors. Et j'ai fait que ça pendant 2 semaines. Je mettais YouTube en fond sur ma télé et je dessinais. Et c'était long. Qu'est-ce que c'était très long, ouais. Et au final, à la fin, j'étais pas dégoûtée, pas à ce point-là non plus, mais j'en pouvais plus dessiner des petits-enfants, là. Ah oui, non, c'est laborieux, hein. C'est hyper long. Ouais. Et je suis pas du tout patiente non plus. J'avais qu'une envie, c'était de changer de sujet d'illustration à la fin. Clair. J'admire absolument ceux qui font ça en activité principale et qui ne font que ça. Ouais. Franchement, c'est une résilience et de vraiment aimer ça, de le faire tout le temps. Incroyable. Mais surtout, surtout pour le résultat. À la fin, c'est certes un beau livre. Alors, je pense qu'il y a aussi la fascination pour le livre, pour l'objet. Oui. Mais c'est vrai que passer tant de temps, pour, osons le dire, si peu d'argent, c'est compliqué. Quand tu dois payer ton loyer, c'est dur. Ouais, t'es obligé de prendre plusieurs projets d'édition à la fois pour que ça fasse une addition, quoi, tout simplement. Et tu deviens un peu surbooké, quoi. Ouais. Là, j'aimerais bien parler un petit peu de comment tu as trouvé des clients à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un petit peu naturellement ou est-ce que c'est toi qui allais les démarcher ? Alors, moi, je suis un pur produit Instagram. Okay. C'est-à-dire que j'ai commencé mon Insta pendant que j'étais encore à l'école. C'était une copine qui m'avait dit « Ah, mais je crois qu'il y a plein d'illustrateurs qui se mettent sur Insta. En ce moment, ça marche trop bien. » C'était dans les années 2014-2015. Ouais. Et elle me dit, vas-y, essaye pour voir. Je pense qu'il y a moyen que tu arrives à gagner ta vie comme ça et tout. Je dis, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle me raconte Bon, je rentre chez moi. Je commence à faire quand même des petits posts, histoire de voir si ça prend, quoi. Et en fait, en postant tous les jours à cette période-là, notamment des carnets de croquis que je faisais, à l'époque, je faisais beaucoup de dessins sur carnet en voyage. Et ça a décollé, je sais pas trop comment. Des gens m'ont reposté, ça a fait vraiment effet boule de neige. Et j'ai gagné un nombre d'abonnés insensé en très très peu de temps. Insensé, on va se calmer, mais à l'époque c'était. Non, peut-être pas. À l'époque, pour quelqu'un qui n'était même pas encore sorti de l'école, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, moi c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai eu ma première commande peu de temps après. Pour le Guardian, justement, US. Et j'étais encore à l'école à ce moment-là. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'école. C'est parce que j'ai eu beaucoup de projets qui sont arrivés par Instagram et que j'arrivais pas à suivre entre les devoirs de l'école et le boulot à côté. Et puis je me suis dit, forcément, on va privilégier le travail, quoi. Donc, t'as pas eu envie de terminer l'école d'abord ? Non, je me suis dit, franchement, à choisir entre le Guardian et mon école, il n'y a pas trop de... Dit comme ça. Oui. Donc mes parents, ça a été peut-être un peu compliqué à expliquer, mais quand ils ont vu les clients avec qui je bossais, ils m'ont dit, bon, allez, vas-y. Ouais, parce que t'as pas commencé petit, faut le dire, c'est quand même des super beaux clients. Dès le début, ouais. J'imagine très bien, moi j'imagine le mail qui arrive et toi t'es en mode... Hein panique totale. Je me souviens, j'avais même montré à mes profs, je leur dis, ça vous va, ça, vous pensez que ça va passer et tout. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, il fait boule de neige, beaucoup de prêts, parce que finalement, il n'y a pas tant de journaux que ça dans le monde. Et donc après, les gens te repèrent sur un journal et voilà. Et ça s'est passé comme ça, en fait. En fait, j'ai jamais vraiment démarché de clients parce que mon Instagram a décollé d'un coup. Et voilà. Et les seuls clients que j'ai démarchés, c'est la marque de pastel avec qui je travaille. Ouais. En leur disant, ça commence à faire un peu cher, là, vos pastels. Vous êtes bien mignons. Vous voulez pas m'en offrir quelques-uns ? Voilà. J'ai une petite communauté maintenant. Et est-ce que vous êtes d'accord de collaborer ? Ça m'arrangerait et tout. Et c'est comme ça que... Maintenant, je suis ambassadrice France... de ces pastels-là. Et voilà, c'est les seuls trucs que j'ai démarchés. J'ai eu trop de chance, ça a marché, quoi. Mais moi, je me sers maintenant beaucoup aussi de mon Insta comme ma vitrine additionnée à mon portfolio, dans le sens où, effectivement, le nombre d'abonnés, ça fait bien.
c'est un chiffre, on est d'accord que ça ne veut pas tout dire, ça qualifie en rien notre niveau, Pas notre du valeur tout. ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il faut avouer quand même que ça sert. Ça attire les marques, Ça attire les marques. clients, c'est sûr. Ouais. Ils regardent aussi ton nombre d'abonnés, faut pas se C'est mentir. ça. Hein. Pour moi, ils regardent aussi bien le nombre d'abonnés que la cohérence, ton style, ton univers au total. Parce que toi, tu fais aussi beaucoup de vidéos et de photos, surtout. Sur ton Insta, comme tu fais des carnets de croquis et que c'est du traditionnel, tu scannes pas tout pour avoir des JPEG et juste les poster sur Instagram. Exactement. Donc, tu as un vrai univers qui s'est mis en place où on te voit avec tes crayons. On voit pas beaucoup ton visage sur Instagram. Toi, tu es vraiment très focus carnet et production. C'est très nouveau que j'ai mis ma tête. Ouais. Et du coup, on voit vraiment beaucoup ton univers avec tes carnets, ton ambiance. J'adore en plus cette image de l'artiste qui a son petit carnet. C'est tout son... ses crayons, ses pastels. C'est trop bien que tu me dis ça, je me rendais pas compte de... Mais moi, j'aime énormément. C'est une des choses qui m'a fait dire, il faut que je teste. Parce que moi, avec mon iPad, je prenais des photos. Prendre une photo de son iPad, ça va 5 minutes. Hein. Oui, ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil. Ouais. Tu peux le faire. Il y a plein de vidéos, de reels sur Insta où les gens dessinent sur l'iPad et c'est toujours aussi magique, je trouve. Mais plus ça allait, plus je regardais Insta ou même Pinterest et tu vois ces artistes qui dessinent avec tous les crayons de couleur, avec tous les pastels. Il y en a partout, c'est Messi, tu vois, il y en a dans tous les sens. Et j'étais un peu en mode, c'est cool quand même. Moi, c'est vraiment l'image de l'artiste qui m'était restée en tête et je me disais, j'aimerais bien tenter quand même. Et au final, c'est pour ça que je m'y suis mise et que je me suis acheté une boîte de crayons de couleur en me disant, allez, on essaye. Au début, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais avec ça ? Parce que oui, on parlait du digital tout à l'heure, mais moi, pour moi, dessiner sur iPad et dessiner en traditionnel, c'est comme demander à un musicien de jouer du piano ou jouer de la guitare. C'est deux instruments totalement différents. Il y a le solfège à la base, bien sûr, donc savoir un peu dessiner les proportions, voilà, avoir des bases de dessin. Mais par contre, c'est deux instruments totalement différents et il faut savoir où utiliser les deux, ou l'un ou l'autre, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant parce que quand même, t'as appris le dessin traditionnel à l'école. À l'école, et quand j'étais plus petite, comme toi, je dessine depuis toute petite. Des carnets ou des feuilles libres, on s'en fiche. Mais j'ai beaucoup dessiné au crayon, au feutre. Mais dès que j'ai eu ma première tablette à 15 ans. Ah oui, quand même, ouais. Donc t'es passé tout de suite en digital. Très rapidement. Ouais. C'était l'époque où il y avait beaucoup de blogs qui passaient, les skyblogs. C'était pas skyblogs, je sais plus, Tumblr ou des choses comme ça. Et du coup, il commençait à y avoir des illustratrices qui dessinaient avec des tablettes, plutôt des Wacom, des trucs comme ça. Et j'avais demandé à mes parents, à Noël, une petite tablette, toute petite Wacom. Et j'ai appris à dessiner avec mon premier ordinateur portable, où j'étais là avec mes deux mains sur le clavier, sur la tablette, et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Mes premiers dessins, ils sont horribles avec le recul, mais j'adore, je les garde parce que je suis un peu en mode, j'ai commencé le dessin digital à 15 ans. 15 ans, c'est hyper tôt. Et du coup, ça m'a trop servi, parce que même en arrivant à l'école... en études de graphisme, il y en avait plein dans ma classe au final qui ne savaient pas dessiner. Pour être graphiste, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Bah non, ouais. Et moi, je savais déjà. Et c'était chouette de pouvoir utiliser ma tablette et de pouvoir mettre une petite touche d'illustration numérique dans tout ce que je faisais, dans tous mes projets. Ouais. Et c'était Mais je pense cool. que tu vois, le fait que tu utilises aussi ta tablette à 15 ans, c'est aussi peut-être parce que tu avais en tête le fait de devenir graphiste et que ça se mélange aussi bien. Quand tu fais du graphisme, c'est vrai que ce qui te vient en tête, c'est de pouvoir aussi proposer aux clients des illustrations, mais qui soient cohérentes aussi avec ton style graphique. Et c'est vrai que le numérique, forcément, tu mets du numérique avec ce que tu veux. Du traditionnel, quand tu le passes... pour une impression ou avec une typographie un peu numérique, c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer, je pense. Alors qu'une illustration numérique, ça passe tout seul. Ouais. Donc, je pense que ça a servi aussi. Oui, totalement. Mais pour revenir, rembobiner un tout petit peu, du coup, toi, sur Instagram, sur ton site, c'est tout en traditionnel, des photos. Après, on t'a découvert par Insta. Et tu as réussi à trouver tous tes premiers clients, que ce soit à l'étranger, en France, via ce média-là, oui, parce que c'est ton média. Carrément, oui. Tu as bien fait quand même de commencer en 2014, ouais, 2015. Tu vois, j'ai bien fait d'écouter ma copine. Ouais. Elle a eu du flair. Ouais, hein. Elle a eu du flair et je la remercie d'ailleurs. Mais voilà, c'était aussi une époque où je postais, il faut le dire, tous les jours. Donc quelque chose de très chronophage. Une époque aussi où tu vois ton compte
comment dire, décollé, t'as même pas j'avais 22, 23. C'est un peu perturbant aussi, t'as plein de commentaires, tu commences à avoir plein de messages de personnes dans ta boîte mail et aussi tes DM. Enfin, quand t'as 100 messages par jour, tu pètes un câble. T'as 22 ans, t'es là, wow, calmez-vous les gars. Enfin, c'est trop bien, t'es trop content aussi. Tu vois, quand tu reçois des messages sur Insta, c'est génial. Mais aussi, il y a cette charge mentale, je trouve, de te dire « Oh là là, faut que je réponde à tout le monde. » Mais comment répondre à tout le monde ? Enfin, si je réponds à tout le monde, je passe ma vie sur Instagram et je ne dessine plus. Et du coup, il y avait aussi ce côté où c'était un peu too much aussi à un moment. Et tu vois, là, j'ai un peu calmé le truc et ça se stabilise. Mais c'est très bien aussi parce que c'est comme un musicien qui... Sa carrière décolle et il fait plein de concerts et c'est génial, mais c'est un peu trop de fame d'un coup, du jour au lendemain, quoi. Ouais. Donc ça, c'était compliqué aussi à gérer à un moment. Il y a eu un petit moment où c'était overdose de réseaux sociaux, voilà. Surtout quand c'est pas en réel, comme on disait. Après, l'avantage, je trouve que tu as aussi bien géré parce que je trouve, quand tu démarres très fort comme ça sur les réseaux sociaux, pour moi, il y a deux choses. Ou tu pars avec et tu te rends compte de la visibilité quand même que ça t'apporte. Ou alors, tu es comme moi, tu tombes complètement amoureux des réseaux sociaux. Et moi, je suis carrément devenue créatrice de contenu dans le domaine de l'art. Et je crée des choses uniquement pour les réseaux sociaux. Quand je dessine, j'étais tombée là-dedans à un moment de dessiner uniquement pour Instagram. De plus dessiner pour moi. J'en suis revenue, je m'en suis rendu compte quand même au bout d'un moment que c'était pas ouf quand même, c'était un peu toxique de faire ça. Ou alors, tu tombes dans l'effet inverse où tu dis stop. Ça va pas du tout avec ce que je voulais faire, en fait. Ouais, exactement. Ton métier d'illustratrice, à la base, je pense que personne l'imaginait, avec toute cette part de création de contenu, visibilité, réseaux sociaux, être son propre agent et community manager. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, bah non, quoi, c'est pas pour moi. Ouais. Et bon, heureusement, il n'y a pas que Instagram et les réseaux sociaux pour se faire connaître en tant qu'illustrateur, illustratrice. Oui, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais ça joue beaucoup. Quand je vois le type de clients que tu as réussi à avoir grâce à Instagram... Enfin, moi aussi, j'ai des clients, je me dis, mais jamais ils m'auraient, je pense, répondu à un mail si je les avais démarchés comme ça, out of the blue, vraiment de nulle part. Et Instagram me sert quand même pas mal aujourd'hui. Ah, mais moi, je n'ai du travail que par Instagram. Et que ça en est limite un peu flippant parce que tu te dis, bon, si un jour il n'y a plus d'Instagram, je fais comment en fait Bon, maintenant, j'ai quand même une base de clients et tout régulier. Mais si je poste pas, par exemple, pendant 2 semaines, j'ai aucun taf qui tombe, quoi. En tout cas, vraiment, tu trouves qu'il y a une corrélation ? Ah oui, complètement. En tout cas, pour moi, c'est carrément le cas. Okay. J'ai fait une pause à un moment, 2 mois d'été où j'ai pas fait d'Instagram. Je l'ai ressenti derrière, quoi. Okay. En fait, quand je suis très régulière, forcément, j'ai plein de projets qui tombent. Et quand je le suis plus, on vient plus forcément me chercher parce que tu disparais un peu. Donc pour moi, c'est vraiment un outil qui est essentiel si je veux continuer à vivre. Après, je pourrais aussi me mettre à démarcher, chose que je fais peut-être pas beaucoup parce que j'ai pas eu besoin jusqu'ici. Mais voilà, si un jour ça arrive, évidemment, je démarcherai comme tout le monde et tout. Mais Instagram, pour moi, c'est un outil essentiel, tu vois. Et c'est beaucoup plus professionnel d'ailleurs que personnel. J'ai un petit compte perso à côté, juste avec mes potes, mais pour moi, Instagram, c'est mon... Ça fait partie de ton métier, quoi, voilà, littéralement. C'est mon moyen de gagner ma vie, en fait. Hein. Ouais. Honnêtement, c'est fou quand même de se dire ça. Ouais. Mais du coup, comme tu dis, ça s'inclut totalement dans ton quotidien d'illustratrice. Ça fait partie de ton métier. Ouais. Tu t'organises à peu près comment ? S'il y a une manière peut-être particulière de t'organiser pour penser aussi bien à qu'est-ce que tu vas faire dans ta création de contenu pour Instagram, aussi bien que les projets clients que tu peux avoir à côté. Ouais, alors j'ai jamais eu vraiment... je suis quand même... j'ai un cerveau un peu artiste, on va dire. C'est-à-dire que j'arrive jamais à vraiment me structurer. Enfin, quand je me dis, je vais faire... à un moment, je m'étais dit, il faut vraiment que je m'organise. Je vais faire une journée où je fais que du réseaux sociaux. Je planifie tout, pour toute la semaine. Comme ça, j'ai plus rien à faire. Mais en fait, ça marche pas du tout. Donc, je le fais un petit peu au feeling. Et surtout, j'essaye de garder ma patte et d'être assez naturelle, en fait, parce que c'est ma personnalité. Et je me montre pas aussi physiquement parce que c'est quelque chose que je ne... Enfin, ça me parle pas du tout. Enfin, je suis pas du genre à me
à me mettre en avant. En tout cas, je pense que c'est plus une personnalité, c'est plus de la timidité aussi, de m'afficher. Et j'admire les gens qui le font et bravo à vous. Mais moi, je n'ai pas fait de théâtre, en fait. Je ne peux pas parler comme ça devant les réseaux sociaux ou alors mettre ma tête. Après, il y a beaucoup de gens qui se mettent vraiment en valeur devant leur œuvre d'art. Je pense à beaucoup d'artistes féminines qui se mettent un petit peu comme ça devant leur tableau. Mais moi, c'est pas du tout mon délire. Enfin, vraiment, je suis là pour le dessin. Comme je disais, j'ai beaucoup de pros qui me contactent. J'ai pas envie qu'ils voient comment je suis ou la marque de chaussures que je porte. Enfin, il y a un anonymat que j'aime bien, de par aussi ma timidité, mon caractère un peu réservé, on va dire. Donc voilà. Et après, on peut être aussi un personnage sur Instagram. Et je pense qu'il faut savoir aussi garder sa vie privée. Et aussi sa vie professionnelle, quoi. Donc, et moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. On peut faire les deux. Pour moi, de ce que j'ai vu, pour avoir plus creusé le sujet des réseaux sociaux et d'essayer depuis quelques années de voir ce qui marche pas pour notre domaine de l'illustration, je pense que n'importe lequel fonctionne. Là, ça va rassurer tous les timides dans l'audience. Ah ouais, non, j'avais fait un moment ça. C'est ça, j'avais fait un moment une liste de tous les illustrateurs, illustratrices que je suis qui ne montrent jamais leur visage. Ou toi, je peux te mettre dedans. Oui, tu vas avoir une ou deux petits trucs de temps en temps. C'est très récent. Sur tout ton profil, mais c'est pas ça qui t'a fait augmenter et qui t'a fait avoir l'audience que tu as aujourd'hui. Pas du tout. C'est rassurant. Oui. Et du coup, j'ai envie d'insister là-dessus. C'est totalement possible d'avoir une vitrine sur les réseaux sociaux, d'en faire vraiment la base de son contenu pour pouvoir trouver des clients sans montrer sa tête et sans parler face caméra, comme moi je peux le faire. Je sais que moi, quand on me voit comme ça parler en story, mais sur toi, YouTube, c'est pertinent. Ouais, et pourtant, t'as vu hier soir, je suis hyper timide aussi. J'ai le trac, moi, quand je dois parler devant des gens, mais en vrai, d'un coup, je suis en stress, c'est un peu plus compliqué. Derrière une caméra, je suis beaucoup plus habituée parce que c'est la timide en moi qui me cache, au final. Mais non, je trouve ça hyper rassurant de pouvoir se dire qu'on peut réussir à augmenter des abonnés, oui, avoir une audience sur les réseaux sociaux, avoir une portée auprès de potentiels clients, sans montrer sa tête. Ouais, en fait, ça dépend du contenu qu'on veut mettre en avant. Voilà. Moi, c'est vraiment mon dessin, le fait aussi de dessiner à l'extérieur, de montrer les paysages. Ça n'aurait pas de sens de montrer mon visage Enfin, on s'en fout. Enfin, tout ce qu'on veut, c'est regarder le dessin, et même un process de dessin qui est fait là, en vidéo. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Après, il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien, mais parce que c'est pertinent aussi, tu vois. Donc chacun doit trouver un peu sa patte. En fait, je pense qu'il faut rester soi-même et c'est le principal. Il faut que ce soit authentique. Ouais, authentique, exactement. Et si c'est pas ta personnalité, mais ne te force pas à faire ça. Bah, c'est surtout que ça va être pire. Tellement faux. Oui, voilà, ça va être pire. Non, surtout ne fais pas de vidéo. Si vous voulez essayez, bien sûr. Ouais. Mais si vraiment c'est un truc trop forcé, ça se voit, ça se ressent et ça va être compliqué, quoi. Ouais. Du coup, pour revenir un tout petit peu sur les bases de ton activité d'illustratrice, je voulais te demander qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ? Donc, peut-être pas tout en même temps. Tu fais de la prestation de service, mais à côté, je crois que tu as une boutique en ligne. Tu vends des prints. Et c'est quoi comme style de print ? J'ai pas regardé exprès jusqu'au fond. En effet, oui. Du coup, je fais la prestation de service. Donc ça, pour les clients, presse, marque, machin, comme on en a parlé. Voilà. Et à côté, en effet, j'ai une boutique en ligne où je vends donc des reproductions de mes dessins principalement, qui sont en fait des reproductions de qualité musée, comme on dit. Donc il y a vraiment différentes façons d'imprimer ces œuvres. Moi, avec mon choix de couleurs et ma maniaquerie des couleurs, je ne pouvais choisir que ça, parce qu'en fait, c'est ce qui rend le plus fidèle par rapport à l'original. Donc voilà, ce sont des digigraphies, donc une impression assez haut de gamme. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher, mais voilà, c'est de la qualité, ça dure très longtemps dans le temps. C'est ce qu'on retrouve pour les impressions de photos, notamment dans les musées, c'est la même chose, quoi. Donc avec des rendus et une texture très fidèle. Alors qu'une impression de base, ça aplatit un peu les couleurs généralement. Donc je vends ça aussi, ces reproductions en série limitée, évidemment, signées, tout ça. Et puis à côté, j'ai aussi développé depuis 1 an et demi des ateliers. Donc je fais des ateliers de pastel, soit dans mon atelier,
soit pour des gens dans des boutiques où je suis invitée, enfin pour du public généralement, mais je fais aussi du professionnel. C'est-à-dire que là récemment j'ai fait pour un team building. Voilà. Ah oui, j'ai vu la semaine dernière, c'était pour Clin d'œil. Ouais, c'était une agence de com et c'était chez Clin d'œil qu'on faisait ça. Ouais. Génial. Voilà. Ça doit être trop cool. Du coup, tu fais découvrir le pastel à plein de gens. C'est ça, ouais. Et c'est assez chouette sympa. Parce que illustrateur, c'est quand même un métier très solitaire. Et en fait, moi, je travaille dans un atelier partagé, mais il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs en tant que tel. Il y a beaucoup de graphistes, de photographes et tout ça. Mais en tant qu'illustrateur, des gens qui dessinent vraiment, j'en ai pas tant que ça dans mon cercle très proche, en tout cas au quotidien. Et du coup, voilà, de partager ça avec des gens, du dessin pendant plusieurs jours, parce que je fais plusieurs formules, mais celle que je fais le plus, c'est 3 jours d'affilée, et c'est vraiment trop chouette. En plus, avec des gens souvent qui sont complètement débutants, et c'est rigolo, parce que j'ai des gens qui bossent en assurance et qui viennent faire 3 jours de pastel, ils sont trop contents. Tu m'étonnes. Donc c'est chouette vraiment de partager ça avec les gens. Et du coup, j'appuie juste sur le moment où tu m'as dit je propose des formules. Quand on te contacte pour des ateliers, toi, tu leur proposes plusieurs formules, un peu des packages, ou est-ce que tu vois avec la personne directement ce dont elle a besoin ? Non, pas du tout. En fait, à la base, je fais pour le public les ateliers, et c'est venu comme ça, des gens qui ont vu que je faisais des ateliers et qui m'ont dit « Ah, on a une boîte, est-ce que ça te dirait de venir faire un atelier chez nous ?» Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Il n'y a pas de formule spécifique, mais ça se fait plutôt au feeling, et on me contacte directement. Mais encore une fois, Instagram, évidemment. Oui, parce que tu fais des ateliers dans le tien avec des personnes, que tu le documentes, que l'on voit que tu le fais et que ça donne des idées à d'autres personnes. Exactement. Ça, c'est chouette. Un petit peu dans ce sens-là, quoi. Ouais. Et tu vends pas des originaux ? Alors si, je vends des originaux. À l'époque, je vendais sur ma boutique, mais maintenant, je me reporte plus avec je me rattache à des galeries, en fait. Okay. Donc ça, pour moi, c'est encore un peu flou parce que j'ai cette étiquette d'illustratrice, donc de commande. Et le côté artiste avec des expositions dans des galeries, ça, c'est quelque chose que je fais aussi depuis le début. Okay. Mais j'arrive pas encore à trouver une cohérence un petit peu avec mon travail de commande. Pour moi, c'est très différent. Parce que comme tu disais, c'est plus artistique, donc c'est plus un sujet qui va venir de moi-même. Et ensuite, on va l'exposer. Et c'est très intéressant aussi, mais malheureusement, c'est une façon de faire qui rapporte pas beaucoup de sous. Et quand tu as besoin d'argent, ne compter que sur ça, c'est très compliqué parce que tu n'es pas sûr que tu vas vendre ou pas en galerie, tu vois. Tu vas produire pendant 1 mois une expo qui va être géniale, mais est-ce que derrière ça va se vendre ? Tu vas avoir les retombées financières peut-être 6 mois après. Donc tu peux pas te permettre Enfin, en tout cas, moi, je peux pas me permettre de faire que ça. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne ferais que ça, évidemment. Que des trucs que j'ai envie de faire et voilà. T'as jamais essayé de vendre des originaux en ligne sur ta boutique en ligne? Si, je le faisais au début. Ouais. Je le faisais au début. Là, je le fais un peu moins parce que faut savoir que la boutique en ligne, il faut aussi vachement l'alimenter. C'est très chronophage. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, là, je suis moins là-dedans en ce moment, mais je pense que ça va revenir. Ouais. Mais en effet, oui, quand tu vends directement sur ton site, déjà, tous les bénéfices te reviennent. Donc, c'est quand même pas négligeable. Une galerie, forcément, on prend une commission, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Sa visibilité aussi, c'est ça que tu payes. Donc, et j'apprends de plus en plus à déléguer aussi, d'éviter de tout vouloir contrôler, parce que je dis, j'ai pas envie que les clients contrôlent tout, mais moi, je suis vraiment contrôle free. J'ai envie d'avoir la main sur tout, et parfois, il faut laisser aussi les gens dont c'est le métier le faire, quoi. Donc, déléguer aussi, c'est important. Et j'ai envie de te poser la question qui fâche. Comment est-ce que tu appréhendes et comment tu fixes tes prix aujourd'hui ? J'imagine que dans la prestation de service, on dit généralement aux illustrateurs de commencer sur la base de forfait jour, temps passé. Mais sur une illustration qui est en traditionnel, c'est hyper dur de mettre un prix parce que, comme je disais, il n'y a pas de modification à apporter forcément. Des fois, ça veut pas. En fait, ça dépend tellement de ton style. C'est pas parce que tu vas passer 2 heures sur ton illustration que du coup c'est un petit prix. Sur le traditionnel, surtout qu'il y a du matos, il y a pas mal de choses à payer. Et je sais que je te pose cette question parce que je sais qu'on va la poser en dessous dans les commentaires. Ah oui. Mais je suis pour qu'on pose cette question. Allez, du coup, si tu peux nous parler un petit peu de tes prix, de comment tu fixes tes allons-y. prix.
c'est vraiment un tabou, j'ai l'impression que beaucoup en France. Oui. Et il faut arrêter avec ça. On est artiste, mais comme on disait, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on doit vivre dans une cave avec des peintures partout. Enfin, tranquille, hein, il faut qu'on paye notre loyer aussi. Et justement, si on veut faire de ça notre métier, il faut qu'il y ait une transaction financière et ça n'a rien de mal. Au contraire, ça veut dire que tu peux vivre de ce que tu aimes et c'est génial, quoi. Donc, il faut arrêter de diaboliser les prix et puis il faut aussi... faut que ça devienne pas un tabou. Enfin, faut arrêter que ça devienne un tabou. Quoi. Et c'est pas dans l'art, hein, c'est dans tout. Hein. Oui. Tu demandes combien tu gagnes à quelqu'un, même un pote, il va péter un câble, quoi. Enfin, on s'en fout. On se calme. Oui. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, les prix, en fait, c'est très compliqué, je trouve, de faire ses prix seul. Donc au début, j'ai commencé, j'avais pas d'agent. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai eu un agent très tôt, parce que c'était un prof à l'école qui m'a mis en relation avec son propre agent. Okay. Et ça s'est fait vraiment dans l'année qui a suivi ma sortie d'école, anticipée. Donc ça a été assez facile pour moi à ce niveau-là, puisque c'est l'agent qui gérait en fait la négociation et aussi l'attribution du prix pour la prestation. Ouais, du coup, ça t'a permis de voir les prix du marché. Exactement. Aussi. Génial. Mais au début, quand j'ai dû le faire toute seule, c'était un vrai casse-tête. Je passais des heures sur Internet. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai fait très tôt, même en sortant de l'école. Je ne sais pas pourquoi et je suis en train de travailler là-dessus, mais très tôt, pour moi, me faire payer correctement, c'était un signe de respect. Et en fait, les gens qui voulaient pas me payer ou mal me payer, je le prenais vraiment comme un affront, quoi. Je me disais, mais pour qui tu te prends ? Et en fait, c'est moi, en fait, pour qui je me prends faire payer. Mais en fait, ça a marché. Dès le début, j'ai fait des prix, pour moi, qui me semblaient corrects, que je trouvais sur Internet. Et j'hésitais pas, enfin, j'ai jamais eu de timidité par rapport à ça. Okay. J'ai une timidité dans la vraie vie, qui peut prendre plein de formes, mais alors au niveau du travail et au niveau de me faire payer correctement, alors là, il n'y a aucun problème, quoi. Je sais pas comment je fais. Ton travail, c'est ton bébé, il faut le payer parce qu'il y a de la valeur dedans et à tes yeux. Exactement. Et en fait, je faisais ça pas tant pour l'argent, parce qu'à l'époque, j'avais la chance d'habiter chez mes parents. Du coup, j'avais pas besoin de sous en tant que tel. Mais pour moi, c'était du respect, en fait. Respecter les artistes, pour moi, c'est les payer correctement. Et tu n'as pas à brader les prix de quelqu'un, même s'il sort d'une école. Et du coup, c'est quelque chose que, dès le début, j'ai anticipé. Et je me suis dit, non, il n'y a pas de raison que je brade, que je vende une illustration à 100 €. Et pourtant, on m'en a proposé. Après, le fait que je puisse aussi refuser des choses, j'étais dans une situation très privilégiée. Il faut aussi rappeler qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et donc forcément, ils vont accepter des prix très bas. Moi, j'étais chez mes parents, logée nourrie. Je m'en foutais que Michel... tu vois, que c'était pas un problème pour moi de faire monter mes prix, quoi. Ouais. Aucun rapport avec Michel, je sais pas d'où il vient. Michel. On vous en veut pas, les Michel. Hein. Voilà, non, on vous adore, les Michel, mais payez correctement les gens. S'il vous plaît. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pratiqué dès le début, de faire des prix. Parfois, j'y allais un peu fort et ça passait souvent. Et en fait, je pense qu'après, comme j'avais une discussion aussi avec quelqu'un qui disait, c'est vrai que quand on voit l'assurance de quelqu'un qui propose un prix, voilà, tu te dis que derrière, la prestation, elle va suivre. Et je pense qu'il y a un côté rassurant aussi chez le client qui se dit, ah oui, elle vend pas son truc 100 balles, ça veut dire que c'est important, que c'est bien réalisé. Il faut savoir que moi, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai dévoué ma vie à ça. Il y a des moments où j'aurais voulu sortir avec mes potes, mais que je restais chez moi pendant 24 heures d'affilée à bosser mon site internet, à essayer de trouver mon style. Et tout ça, ça a un prix, en fait. Et quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Oh, je vais t'acheter ça à 100 balles », c'est vraiment dénigrant. Et tu te dis « Mais... » Quand tu vas acheter ton pain, tu dis pas à la boulangère « Ah non, 1,20 € la baguette, c'est un peu cher, je vais plutôt vous la prendre à 40 centimes. » C'est ne pas respecter le travail de l'artisan pour moi. Et donc c'est très important et dès le début, j'ai instauré ça et ça a plutôt bien marché. C'est génial. Voilà. Bon, après, j'imagine qu'il y a des clients qui ont peut-être négocié. Après, comme tu avais un agent, tu en as toujours un, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Il y a aussi ce filtre que lui, il connaît un peu les prix du marché. Ça, c'était pratique après, ouais.
Mais quand je l'ai fait au début, j'ai commencé toute seule. Hein, Okay. Et il n'y avait personne pour me dire les prix. C'était un peu compliqué. Moi, je suis allée un peu comme ça. Ah, t'as raison. Ouais. Après, ça passe pas. De toute façon, la première année, t'essayes et c'est comme je te un peu disais. au feeling aussi, quoi. Les gens qui n'étaient pas prêts à mettre ce budget-là, et je leur disais, alors si vous voulez, on enlève une partie de la prestation. Ça, c'est aussi quelque chose auquel on pense pas beaucoup. Mais par exemple, ils sont là, voilà, on a un budget de 1 000 €, il faut nous faire 3 illustrations. C'est des prix, il faut pas du tout les prendre en compte. Ça vient de me sortir de la tête comme ça. Moi, j'arrive et je dis, ah non, en fait, 1 000 €, c'est le prix d'une illustration. Donc, il va falloir revoir soit votre budget. Si vous n'êtes pas prêt à revoir votre budget, et au lieu de faire 3 illustrations, je n'en ferai qu'une. En fait, c'est aussi trouver une négociation. Il faut pas être rigide non plus. Il faut trouver des petits subterfuges, quoi. Je veux dire, quand tu vas t'acheter une voiture, tout le monde veut la Ferrari à 20 000 balles. Hein. C'est même plus, une Ferrari. Oui. 100 000 100 000 balles. Mais si tu n'as que 5 000 balles de budget, tu prends la Clio comme tout le monde, quoi. Donc, tu revois ton truc à la baisse. Donc, si tu peux pas avoir 3 illustrations parce que c'est trop cher, tu n'en prends qu'une. Et voilà. Et donc, il faut trouver aussi des combines comme ça. Ouais. Moi, je faisais pareil en digital, du coup. Ouais. Quand je commençais, c'est d'essayer de plutôt baisser, revoir le brief du client à la baisse, plutôt que lui dire, non, c'est pas dans mon budget, voilà. Ciao, quoi. Ouais, exactement. Il faut trouver des compromis. C'est ça. Après, si vraiment ça marche pas, tant pis. Trouver quelqu'un, et malheureusement, ils vont trouver d'autres gens qui feront moins cher. Mais après, l'avantage aussi, c'est que... Heureusement. Oui, ils te font confiance, ils sont venus te voir toi parce qu'ils voulaient du BIA, ils arrivent et tu leur donnes ton prix et après ils acceptent ou ils renégocient un petit peu, quoi. Mais l'avantage, je pense, aujourd'hui en tout cas, tu es assez avancé dans ta carrière pour que les gens ils viennent te voir parce qu'ils te veulent toi en particulier et que du coup ils sont prêts aussi à mettre le prix avec lequel toi tu es OK pour travailler, avec lequel tu es à l'aise pour travailler. Ouais. Oui, et puis le prix qu'il faut aussi pour vivre décemment en fait, de son art. Soit c'est un hobby, et dans ce cas, il n'y a pas besoin de se faire payer, soit c'est ton métier, et dans ce cas, il faut tout faire pour réussir à en vivre. Et quand tu as un loyer, moi j'ai vécu à Paris, les gars, va falloir en faire des projets, et c'est normal de mettre des prix élevés quand tu habites à Paris. Enfin, je veux dire, t'as pas trop le choix en fait, pour pouvoir vivre décemment. Faut que ça suive. Faut que ça suive, ouais. Hyper intéressant. Et je sais qu'on va me poser cette question, on me la pose à chaque fois. Quel statut tu as? Ah oui, ok. Oh là là, alors ça... en fait, c'est la curiosité de tout le monde. Et moi, je vais répondre. C'est juste que je ne comprends rien à tout ça. Moi, je suis artiste-auteur, donc depuis le début. Voilà. Et à un moment, j'étais micro-entrepreneuse aussi, en même temps qu'artiste-auteur, pour pouvoir vendre sur mon site internet les reproductions, comme je vous disais. Et en fait, il y a une loi qui est passée en 2020, il me semble, où maintenant on a le droit, en tant qu'artiste-auteur, de vendre aussi ces reproductions. Et tu n'as pas besoin de créer une autre société pour ces revenus-là. Donc depuis, j'ai radié ma micro-entreprise et je suis que au régime artiste-auteur. Ok, très clair. Voilà. Après, ne me demandez pas de détails. Je ne comprends rien. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo entière sur ma chaîne dédiée au statut artiste-auteur. Pareil, en mode interview avec plein de réponses. Donc, vous la mettez juste là, vous pourrez aller voir. Et parfois, je me dis, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas possible que ce soit aussi compliqué. T'as trop d'informations, trop de trucs. Enfin bref. Écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de toutes les questions que je voulais te poser. Je ne sais pas s'il y avait des choses que tu voulais aborder, que tu voulais qu'on discute ensemble en plus. On a parlé un petit peu d'Instagram, on a parlé de ton activité, du type de client que tu avais, un petit peu de budget. Je trouve que on a fait un beau petit tour. Un beau petit tour pour avoir un bel aperçu de qui est Béa derrière les illustrations. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir de connaître un petit peu plus qui tu es en tant qu'artiste. Ouais. C'était vraiment super chouette. Merci. Si les personnes qui nous regardent ont envie de te poser des questions... Non, je ne veux pas. Ok, donc posez-les en dessous, c'est moi qui vais répondre. Je rigole. Mais après, moi, de toute façon, je vous renvoie sur l'Instagram de Béa. Il y a le lien qui est juste en dessous dans la description. Si vous avez des questions, des remarques ou juste un gentil commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire juste en dessous dans la description, dans les commentaires plutôt. S'il y a des questions très particulières, moi, je vais faire suivre à Béa. Oui.
Ce sera peut-être plus simple. Non, je rigolais. Hein. Avec vrai plaisir, oui. Bah oui. écoute, si vous voulez poser des questions à Béa, avec plaisir. vous pouvez aller lui demander directement sur son Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres interviews d'illustrateurs, illustratrices. Je pense que ça peut être très intéressant de continuer à gratter autour de tous ces sujets-là qui sont, pour ma part, je trouve très passionnants. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci Béa. Merci beaucoup.